précédemment dans Scrum Life. Il me faut absolument l'ajout des couleurs croquettes pour l'ouverture. Sinon, ça va pas le faire. Ah bon? Bon, on va changer le plan. On est agile, hein. Nouvelle stratégie, mais même approche. Bon voilà, je vous ai donc présenté la nouvelle stratégie. Donc vraiment, cette année, on va se concentrer sur les meubles que nous réalisons nous-mêmes plutôt que de encore continuer avec plus de meubles vendus par d'autres. Et c'est pour ça que donc j'ai demandé à Julien de venir. Julien qui va représenter l'équipe menuiserie auprès de l'équipe Panda. Oui, merci, bonjour à tous. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez en ce moment, mais il va falloir se lancer sur le nouveau configurateur de meubles. On a déjà bien réfléchi à ça. Voilà, je vous ai envoyé tous les visuels de ce qu'on voulait. Donc, comment vous voulez avancer? Voilà, nous, on pense qu'il faudrait que vous ayez fini d'ici un mois. Ouais, ok. On va regarder, ouais. C'est louche, ça. Je vais prendre des notes. L'équipe Panda est bien embêtée. Elle a compris l'importance de s'affirmer comme force vive de la construction de leurs produits. Son product owner vient d'ailleurs tout juste de réaliser l'importance cruciale de son rôle. Et pourtant, là, en l'espace d'une décision, ils viennent d'être catapultés exécutants d'une autre équipe. Dès lors se pose la question, peut-on suivre une approche produit dans le cadre d'une relation interne à l'entreprise? Je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life, que je co-anime avec Constantin Gay. Scrum Life, c'est la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'état d'esprit agile. Et je vous invite à rejoindre notre communauté pour échanger plus de vos difficultés de votre quotidien, puisque justement, nous, moi et Constantin, nous accompagnons des équipes, y compris dans des grands groupes où souvent on construit des produits à destination de l'interne. Dans cet épisode, nous allons nous demander ce qu'est une approche produit, car ce n'est pas si évident. Ensuite, nous regarderons ce que cela change d'être face à des clients internes plutôt qu'externes et comment appliquer une approche produit, y compris avec des clients internes. Nous terminerons ensuite par des conseils pratiques pour vous aider dans ce genre de situation. Tout d'abord, c'est quoi une approche produit? Effectivement, comme d'autres, et comme vous peut-être, l'équipe Panda ne s'était jamais vraiment posé la question jusqu'ici. Ouais, bon, je comprends, en tant que product owner, je dois mener une approche produit, mais ça veut dire quoi une approche produit en fait? Alors allons-y, définissons ce qu'est une approche produit. L'approche produit, c'est lorsque vous décidez de la direction ou de la suite à donner à votre produit. Vous, en tant qu'équipe, vous pouvez prendre des décisions stratégiques sur le produit. Bien sûr, ces décisions ne vont pas être basées sur du vent. Vous allez vous entourer de parties prenantes. Ce sont les personnes ou groupes qui ont un véritable intérêt dans le produit et donc dans votre réussite. Ces parties prenantes peuvent être soit un sponsor, c'est-à-dire une personne dont le rôle est le financement du produit ou du projet, soit un utilisateur ou un client, mais jamais les deux. Jamais. Dans le cas du sponsor, il va vous donner des retours, des éléments de contexte sur le marché, sur les enjeux et les ajustements des objectifs. Mais ce sont des informations, pas des ordres. Pour les utilisateurs ou clients, les retours devront être filtrés, contextualisés et analysés, car chaque type d'utilisateur peut avoir des problématiques très concrètes et importantes pour lui. Là encore, ces informations ne sont pas des ordres et doivent être traitées par l'équipe. Une bonne manière de voir cette approche est de concevoir une séparation claire entre d'un côté la gouvernance et de l'autre l'utilisation. C'est l'équipe, le lien entre les deux, et là où le product owner a pour rôle de faciliter tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Par exemple, comment est-ce qu'on collecte du feedback? Comment on collecte les retours des utilisateurs? Justement, par exemple, en faisant des tests utilisateurs. D'ailleurs, vous noterez que dans test utilisateur, il y a test, justement. Il y a cette notion où on veut valider, invalider un comportement, une hypothèse, plus que d'avoir directement une suggestion de ce qu'il faut faire du produit. Ou alors via les données d'utilisation qu'on va collecter auprès des utilisateurs lorsqu'ils utilisent le produit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'un comme l'autre, qu'il s'agisse de tests utilisateurs ou des données d'utilisation, conceptuellement, en termes de démarche intellectuelle, ils nous amènent tous les deux vers ce qu'on appelle les tests AB, qui est cette idée de mettre en concurrence deux versions du produit pour découvrir objectivement quelle option est la meilleure. On voit bien qu'on prend de la distance par rapport à l'utilisateur. Mais dans tous les cas, on parle bien d'utilisation. Et finalement, les grosses difficultés arrivent quand on a quelqu'un ou un groupe de personnes qui est ou qui sont à la fois sponsors, c'est-à-dire qui financent le projet, le produit,
et également utilisateur. Là, on voit bien directement, il va y avoir des conflits d'intérêts. Pour illustrer cette idée, je vous partage cette citation de Jason Fried. Jason Fried, c'est le PDG, le CEO de Basecamp. Il nous dit, dès lors que vous avez un client qui vous paie beaucoup plus que n'importe quel autre client, alors vous n'êtes plus vraiment une entreprise qui construit un produit. Vous êtes à nouveau une entreprise qui fournit du conseil ou qui du moins construit une solution à la demande. Cette citation est vraiment très puissante. Effectivement, dès lors qu'on a un client qui pèse beaucoup plus lourd que les autres clients dans le jeu, effectivement, vous vous retrouvez à faire ce que ce client-là vous demande plutôt que prendre le recul et à construire votre produit. On sent bien la différence entre une véritable approche produit et la construction d'une solution ou d'un produit à la demande. Si cette citation de Jason Fried vous a interpellé, c'est l'introduction d'un article complet. Donc allez sur l'article compagnon de cet épisode, scrumlife.tv/produit interne en tout attaché. Vous y trouverez donc le lien vers l'article complet dont est tirée la citation, ainsi que tout un tas d'autres liens sur comment fonctionne Basecamp, qui est vraiment une entreprise très particulière, justement sur leur parti pris, sur qu'est-ce que c'est une entreprise, comment on l'amène. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir, il y a vraiment beaucoup de choses à creuser, c'est vraiment passionnant. Donc, pour résumer, oui, on peut suivre une approche produit, même en interne. Et en fait, si on tire le trait, même en interne, on peut, et en fait on devrait faire des tests utilisateurs, prendre du recul sur ce que nous disent les utilisateurs, collecter leurs données d'usage, les analyser, etc., etc. On vient d'expliquer ce qu'était une approche produit et d'expliquer aussi que oui, en interne, on pouvait faire de l'approche produit. Maintenant, en pratique, il y a effectivement un certain nombre de grosses difficultés, de cas de figure particuliers qui font que, en pratique, ça semble pas si évident que ça à mettre en place. On va parler de comment mettre en place une approche produit en interne. On va parler aussi du cas de figure d'un produit que l'utilisateur n'a pas le choix d'utiliser. Mais tout d'abord, on va commencer par un cas où le patron se prend pour un utilisateur. Tout d'abord, comme on est en interne, il peut arriver que les rôles soient flous. On peut donc facilement tomber dans le cas où une personne ou un groupe est à la fois sponsor et utilisateur. Enfin, utilisateur, ouais. Et le patron n'est pas vraiment un utilisateur. Le sponsor, c'est le patron, quoi. Au mieux, c'est un utilisateur comme les autres, parmi les autres. Et en vrai, probablement qu'il n'est pas un utilisateur comme les autres, ne serait-ce que parce qu'il connaît le produit de l'intérieur. Et au pire, il n'est pas utilisateur du tout en fait. Elle ou il se proclame peut-être représentant des utilisateurs, mais en vrai, il ne fait que fantasmer l'utilisation du produit sur l'utilisation qu'il a en tête. C'est d'ailleurs arrivé il n'y a pas très longtemps à l'équipe Panda, regardez. Non mais attendez, moi en tant qu'utilisateur, la gravure, j'en veux si vous me proposez ça, mais je vais en mettre sur tous mes meubles, je vais même graver mes lunettes de toilette avec mon nom. Là, on voit nettement le manque de prise de recul sur le fait qu'il n'est pas un utilisateur, ou du moins pas forcément représentatif. C'est souvent le danger de faire le produit qu'on veut plutôt que le produit qu'il faut. Et finalement, c'est aussi un manque de prise de recul par rapport à sa relation de patron vis-à-vis de l'équipe. Quand il dit quelque chose, c'est pris comme un ordre et pas comme une suggestion. Et c'est difficile de changer ça. D'ailleurs, si vous êtes dans la même situation que l'équipe Panda, on en parle très bientôt sur la chaîne. Comment rationaliser les décisions sur le produit à partir des données. Alors vous savez quoi faire. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater l'épisode et même le voir en mode première avec la communauté. Vous le voyez, le sponsor utilisateur, ça n'existe pas. Ça sent pas bon même. C'est un bon moyen d'oublier les vrais utilisateurs et donc de rater la cible et de construire le mauvais produit. Vous connaissez peut-être cette phrase de Peter Drucker qui dit en gros qu'il n'y a rien de pire que de faire efficacement quelque chose d'inutile. Redisons-le encore une fois, on ne le dira jamais assez. Allez voir vos vrais utilisateurs directement. Exploitez les vraies données d'utilisation du produit. Quand vous vous trouvez dans cette situation, il peut être pertinent de remettre au clair le rôle de chacun, par exemple avec l'atelier rôle et responsabilité. Nous l'avons déjà présenté sur Scrum Life, nous y expliquons pourquoi l'utiliser et comment l'animer. Pour le découvrir, allez sur scrumlife.tv/rôle responsabilité au pluriel et tout attaché. Parlons maintenant du cas de figure où on impose le produit en interne et donc on se retrouve face à des utilisateurs qui sont obligés d'utiliser le produit. Et en tirant le trait, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ferait un truc bien? Parce que finalement, il n'y a pas d'enjeu. Quel que soit le produit, les utilisateurs l'utiliseront. La réalité, c'est que si le produit il n'est pas au top, il ne répond pas très bien aux besoins des utilisateurs ou de manière efficace, ça va être
d'autant plus frustrant pour les utilisateurs de ne pas avoir le choix du produit et qu'en plus ce produit qu'on leur impose, il soit mauvais. Et en vrai, souvent, qu'est-ce qu'il se passe? On a beau se dire que les utilisateurs n'ont pas le choix et qu'ils doivent utiliser ce produit, souvent, ils vont chercher des alternatives, utiliser des outils détournés. Un très bon exemple, eh bien, ça va être Excel. Voilà, un tableur, on se rentre les données, on les manipule, on fait des traitements dessus, on se passe ça par email, etc. Et au final, ils vont se débrouiller pour pas vraiment utiliser le produit qui leur est imposé. Alors maintenant, si on prend du recul, pourquoi les utilisateurs, même s'ils sont certes obligés, ils utilisent le produit? Alors, si vous êtes cette équipe qui construisait ce produit en interne, il faut que vous vous demandiez pourquoi vos utilisateurs, même s'ils sont obligés, utilisent le produit. Pour accomplir quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et si on prend un peu de recul, au-delà de l'utilisateur, il faut se demander en quoi bien faire le produit, c'est important pour l'entreprise. Il y a bien les sponsors, justement, il y a de l'argent qui est sorti, il y a du budget, on a financé ce produit. On cherche bien à accomplir quelque chose, il y a de véritables enjeux pour l'entreprise. C'est pas juste pour dépenser du budget. Pour réussir à avoir une approche saine, essayez d'avoir des indicateurs pertinents. On parle souvent de KPI, Key Performance Indicator, qui sont donc des indicateurs à suivre pour juger de la performance. Effectivement, des KPI qui se concentrent sur l'utilisation, l'achat du produit, ils ne vont pas être très pertinents, puisqu'ils sont obligés justement d'utiliser ce produit et qu'ils ne l'achètent pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Voici quelques exemples d'indicateurs qui nous ramènent à la base, au pourquoi on fait ce produit. Eh bien, par exemple, grâce au produit, les fournitures de bureaux sont livrées plus vite. Si on imagine par exemple être sur un produit qui permet de faire ses commandes de bureau ou au contraire, du côté des gestionnaires, de mieux gérer ses demandes, etc., etc. Un autre indicateur dans un thème un peu similaire, c'est plus globalement, on a moins de paperasse, ça va plus vite, on avance quand on a besoin d'accomplir une procédure. Ou sur le même thème, ça pourrait être une solution pour faciliter, fluidifier la gestion des notes de frais. Et l'indicateur principal pourrait être les notes de frais sont payées plus vite. Entre le moment où quelqu'un engage une dépense et le moment où on lui rembourse, eh ben, tous les niveaux intermédiaires sont plus fluides, vont plus vite, fonctionnent mieux. Ou alors, dernier exemple, les départements ou équipes qui dépendent de notre service livrent plus vite à leurs clients. Si on est par exemple sur un produit qui sert de catalyseur de la performance des autres équipes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans tous les cas, globalement, les utilisateurs, les clients internes, ils vont plus vite, ils sont plus efficaces. Ce que ça veut dire concrètement dépend évidemment du contexte et du besoin qu'on veut résoudre, mais c'est toujours pour ça qu'on fait ce produit en interne, c'est pour que les personnes qui l'utilisent répondent à un besoin plus rapidement, plus efficacement, on réduit le gâchis, on perd moins de temps à faire des tâches inutiles, les choses s'accélèrent, etc. La troisième grosse difficulté qui fait que ça ne semble pas toujours si évident comment mettre en place une approche produit avec un ou des clients internes, c'est quand les utilisateurs de ce produit en interne développent eux-mêmes un autre produit, ce produit qui aura ses propres utilisateurs en cascade. Si on reprend le diagramme, le visuel qu'on vous a introduit plus tôt, on voit bien qu'à droite, c'est donc la partie utilisateur. Donc assez naturellement, on ne voit pas comment faire fonctionner cette vue de l'esprit puisqu'on a des utilisateurs à droite. Attention, on n'a pas dit qu'il devait nécessairement s'agir d'utilisateurs finaux. En effet, les utilisateurs pourraient tout à fait eux-mêmes développer un produit qui ont leur propre utilisateur. Et en fait, c'est assez courant ce type de situation. Quand on creuse un peu la question, on se rend compte qu'on en voit partout. Des entreprises qui construisent un produit ou qui rendent un service uniquement à destination d'autres professionnels qui vont eux-mêmes s'en servir de ce produit ou de ce service pour construire à leur tour leur propre produit ou service. Quelques exemples. AWS, le service de cloud d'Amazon que vous connaissez peut-être de nom, justement fournit une infrastructure serveur. Les utilisateurs d'AWS et plus généralement de ses fournisseurs de serveurs, c'est pas l'utilisateur final, c'est toujours quelqu'un qui va payer pour ses serveurs, payer pour ce service, pour ensuite construire son propre produit, rendre son propre service sur cette infrastructure qu'on lui loue, qu'on lui prête. Autre exemple, dans les voitures sont constituées de tout un ensemble de sous-systèmes. Par exemple, le système de climatisation, l'immense majorité de ces sous-systèmes sont fournis par des prestataires, par d'autres entreprises, d'autres sociétés qui sont spécialisées. Donc par exemple, ce système de climatisation, il y a un expert qui fournit ça. Et c'est vrai pour, encore une fois, pratiquement tous les composants qu'on va retrouver dans les voitures. On a aussi, par exemple, le système pour envoyer ou renvoyer des colis prépayés.
On a des enveloppes, elles viennent bien de quelque part, elles viennent bien de la poste, d'une manière ou d'une autre. Car au final, c'est bien le système postal ou de livraison de colis qui va prendre en charge ce besoin, qui va le rendre, alors que pourtant, vous n'êtes pas en relation directe avec eux. Vous êtes en relation avec l'entreprise où vous avez commandé un colis ou vous renvoyez votre achat. Dernier exemple, les composants informatiques intégrés. Si vous avez un ordinateur portable, dedans il y a un processeur, plein de puces différentes qui sont chacun leur propre constructeur. Tout ça pour dire que c'est tout à fait possible de construire un produit qui ne va pas parler directement à des utilisateurs finaux, qui va être utilisé à son tour pour construire un autre produit. Et c'est exactement ça que vous devez viser, même en interne. Alors effectivement, dans ce cas de figure, on aura parfois du feedback, des retours utilisateurs qui ne viendront pas directement de son utilisateur direct, de son client, mais de l'utilisateur final du produit, qui a été développé par son client. Et bien sûr, on va avoir tout un tas de difficultés pour savoir qui est le responsable d'un problème donné. Est-ce que c'est nous qui fournissons un produit qui va être intégré dans leur produit, ou est-ce que c'est eux qui ont intégré notre produit? Mais bon, ceci dit, toute l'industrie s'en sort bien à fournir ces produits et ces services qui ne s'adressent pas directement aux utilisateurs finaux. Vraiment, des exemples, il y en a des centaines, des milliers, on pourrait en sortir sans fin. Alors, pourquoi on n'arriverait pas à le faire marcher en interne? Que les clients soient dans la même entreprise peut amener à des dérives de jeu politique, de pression par la voie hiérarchique. Si vous avez déjà vécu ça, vous savez à quel point c'est frustrant tant ce sont des blocages stupides, souvent d'ego. Nous avons fait un épisode sur comment construire une relation saine de collaboration avec vos clients. Vous pouvez le découvrir en allant sur scrumlife.tv/client-fournisseur. Bref, tout l'enjeu va être de réussir à tourner cette difficulté à votre avantage. Plutôt que d'utiliser le fait qu'on fasse partie de la même entreprise pour faire pression, on devrait utiliser ça pour s'assurer qu'on sert un but commun, qu'on va dans la même direction. Que notre focus, c'est l'utilisateur. Déjà, l'utilisateur final. Le focus sur ce groupe d'utilisateurs est la base de votre collaboration. Mais il y a aussi vos utilisateurs directs qui utilisent votre produit pour apporter de la valeur à l'utilisateur final. Et justement, nous allons voir comment l'équipe Panda va remettre au clair la situation car les deux équipes vivent le même objectif. Oui, je reviens vers toi là concernant ta demande de modification du configurateur de meubles. Ouais, alors c'est bon, ça sera fait dans un mois? C'est justement de ça dont je voulais te parler. Bon, je vais être cru, nous ça nous va pas comme mode de fonctionnement dans l'équipe Panda. Bon, je te rassure, le but c'est pas de te dire qu'on le fera pas, mais voilà, il faut, c'est pas notre seule contrainte, donc il faut qu'on réfléchisse. Nous, dans l'idée, dans l'équipe Panda, on développe un produit à part entière. Et on tient justement à garder la main sur la direction du produit, tu vois. Aujourd'hui, l'équipe, elle résout des problèmes, on lui demande de faire preuve de créativité, et c'est ce qui permet justement de s'impliquer. Elle est autonome, elle peut proposer des solutions, et en fait, ce serait pas très intéressant pour elle si on lui demande de revenir à un mode plus exécutant, quoi. Moi, je te le dis franchement, en travaillant comme ça, j'ai peur que les gens ils se démotivent et puis qu'ils veulent partir tout simplement, ou voire pire, ils restent mais en n'étant pas impliqués du tout, quoi. Et avec la façon de travailler dont je te parle, en fait, au final, on aura un meilleur produit, parce qu'on aura une meilleure vision du produit, nous, déjà. Bien sûr, il y a la dimension technique qu'on fait, bien entendu, mais il y a aussi d'autres éléments. Il y a, déjà, tu n'es pas notre seul interlocuteur. Dans tous les cas, l'important, vraiment, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que on travaille dans le même sens, on travaille dans le même but, quoi. On vit la même chose. Ce qu'on veut, c'est que nos clients ils aient une meilleure vie grâce aux super meubles qu'ils vont nous acheter, quoi. Et évidemment, qu'on se fasse suffisamment d'argent pour continuer à créer des super meubles. Ouais, c'est sûr, en effet, mais concrètement, comment on va faire pour travailler ensemble? Parce que voilà, moi j'ai des besoins vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'équipe Panda. Oui, bien sûr, et quand tu auras un besoin, justement, on va en parler, on va y réfléchir ensemble. Mais on va y réfléchir en se focalisant sur le besoin de l'utilisateur. On va aussi essayer de définir clairement justement les zones de responsabilité vis-à-vis de l'expérience client finale. Et nous, de notre côté, on va vous considérer comme des utilisateurs de notre produit. Ce sera juste une autre catégorie d'utilisateurs. Et en tant qu'utilisateur, on acceptera avec grand plaisir vos retours, vos remarques et même vos suggestions. D'ailleurs, on va vous solliciter pour ça. On a vraiment besoin de vous. Vos demandes, ce seront des informations qui nous permettront de faire nos choix en fait sur la direction du produit. Il fallait que ça sorte. Finalement, le plus dur, c'est de se lancer. Et c'est vraiment super de voir le product owner des pandas s'affirmer ainsi dans ce rôle.
Jusqu'ici, on a pris de la hauteur, on a parlé beaucoup en termes d'interaction entre l'équipe et l'organisation, ses parties prenantes, etc. Et l'équipe alors, quels conseils pratiques peut-on donner à l'équipe? Il faut traiter le client en interne comme n'importe quel client. Ça veut dire qu'il faut gérer tout un cycle de développement complet du produit. En particulier vis-à-vis du client, ça veut dire qu'on doit livrer souvent et sans rogner sur la qualité. Ça veut aussi dire qu'il faut fournir une doc et aussi assurer le support de ce qu'on livre. Et justement, en parlant de gérer le support, ça ne s'est pas très bien passé dernièrement du côté de l'équipe Panda quand ils ont changé l'interface de leur outil. Oui, bah donc c'est ça, là, voilà, bah tu cliques sur valider et ça marche. C'est bon pour toi? Alors attends, j'essaye. Ah ouais, ok, c'est bon. Par contre, à l'avenir, on fait comment? Vous avez prévu de faire une doc, qu'on soit autonome, quoi, la prochaine fois où vous changez l'outil? Je sais pas si ça vaut vraiment la peine, tu sais, c'est... Moi je dirais que... Non, on va pas se faire une doc, en plus on est dans la même boîte, si vraiment tu as un problème, au pire tu me passes un coup de fil, la doc on s'en servira jamais. Là, puis voilà, vraiment comme on vient de le faire là, bah au final ça fonctionne quoi. Ok, bon, avançons comme ça. Aïe, on est complètement bloqué là. D'habitude, on en échange directement avec Nico, il nous guide dans les changements, etc. Mais là, on sait pas comment faire. Oui, il est pas là, il est en vacances, ouais. Mais comment on fait alors? J'aime vraiment pas ça, mais bon, écoute, je vais l'appeler, hein. Je vais l'appeler, on va voir. Bouge pas, tu restes en ligne, hein. Ouais? Allô? Allô, Nico? Ouais, c'est moi? Ouais, c'est Fred. Je suis vraiment désolé de t'appeler pendant les vacances. Ouais, bah j'imagine que c'est grave, ouais. Ouais, tu sais, là, suite aux dernières modifications là qu'on a fait avant que tu partes en vacances, Julien, là, il est bloqué. Ah ouais? Ah, oups. Il retrouve plus les cotes dans la liste des nouvelles commandes, donc il peut pas bosser, quoi. Ah ouais, c'est vrai, effectivement, ouais, on a changé ça, on a déplacé. Alors attends, écoute, je vais l'appeler directement, hein, ce sera plus simple. Ça marche. Julien, hein, ah, c'est quand même dommage là, pour ça. On aurait dû faire une doc en fait pour un truc aussi bateau finalement. Au final, l'équipe Panda a mis en danger sa production de valeur, la production de valeur de toute l'entreprise, en laissant un maillon faible. C'est donc aussi très important de communiquer les changements et les évolutions du produit. Ça veut dire aussi collecter les feedbacks, les retours utilisateurs, encore une fois, sans les prendre comme des ordres, mais comme des données utiles pour décider de la suite à donner au produit. En quelques mots, comme un vrai produit. Comme si c'était de vrais utilisateurs, de vrais clients, comme s'ils étaient externes à la boîte, on leur doit le même niveau d'exigence, le même niveau de qualité de service. Il y a un sujet qu'on n'a pas complètement creusé dans cet épisode, c'est l'importance de bien définir les interfaces entre les équipes. Pour aller plus loin sur cette question, on vous recommande justement de regarder cette précédente vidéo, où on se focalise vraiment sur cette question de comment faire quand on a des dépendances avec d'autres équipes. Si vous avez apprécié cette vidéo, le pouce est toujours bienvenu, et surtout, partagez-la à quelqu'un d'autre qui en tirerait de la valeur. À la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!